Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis consacrée au contrôle et à la réécriture de l'histoire par le pouvoir en Russie. L'histoire, discipline ultra sensible au service de l'idéologie prônée par l'État. De nouveaux manuels d'histoire ont été tout récemment introduits dans le programme des élèves. Des manuels empreints de nationalisme qui mettent en avant l'héroïsme du peuple russe. Un chapitre entier est consacré à la guerre en Ukraine, l'opération militaire spéciale selon la terminologie officielle. Nous analyserons de plus près ce que ces manuels contiennent et nous verrons aussi que les élèves sont directement préparés à la guerre lors de certains cours. L'histoire est aussi très souvent convoquée lors des discours de Vladimir Poutine, pendant lesquels il s'appuie sur des caricatures fondées sur l'opposition entre Russie et Occident. Dans son dernier discours à la nation, à quelques jours d'une élection présidentielle sans opposition, il a fait l'éloge des valeurs traditionnelles défendues par le Kremlin, assurant que la Russie en était l'un des bastions face à un Occident jugé dépravé. Enfin, le contrôle de l'histoire passe en Russie par la répression. Ainsi, l'ONG Memorial, créée pour documenter notamment les crimes de l'ère soviétique, a été dissoute. Oleg Orlov, son cofondateur, vient d'écoper d'une peine de 2 ans et demi de prison pour ses dénonciations de la guerre en Ukraine. Sa condamnation intervient peu après la mort de l'opposant numéro 1 du Kremlin, Alexeï Navalny. On le sait, ce n'est pas nouveau. L'histoire peut devenir une arme redoutable lorsqu'elle est convoquée à des fins de propagande et de manipulation. En Russie, la réécriture de l'histoire au service du pouvoir a été initiée il y a déjà plusieurs années. De nombreuses lois mémorielles ont été adoptées depuis l'arrivée au Kremlin de Vladimir Poutine, avec pour objectif d'imposer un récit historique officiel. Pour en parler, nous recevons Corinne Amacher, professeure d'histoire russe et soviétique à l'Université de Genève. Mais voyons tout d'abord comment l'État russe renforce sa mainmise sur l'histoire, notamment à travers la publication des manuels scolaires. Elsa Anguinolfi. « 1er septembre, jour de rentrée scolaire en Russie. Avec cette année, l'introduction de nouveaux manuels d'histoire dans le programme des élèves de la fin de l'enseignement secondaire. Le nouveau manuel contient des exemples très vifs de courage et d'héroïsme de nos compatriotes à différentes époques de l'histoire. Dans l'un des volumes, un chapitre est consacré à l'opération militaire spéciale, le nom donné par le pouvoir russe à la guerre en Ukraine. On peut y lire « En Ukraine, les générations successives à partir du début des années 1990 ont été élevées dans la haine de la Russie grâce à des idées néo-nazis. » L'un des auteurs des manuels est un conseiller de Poutine et ancien ministre. Le matériel expose le point de vue de l'État et le point de vue du conseil académique à travers le prisme de la position de l'État sur l'actualité. La guerre influence aussi d'autres branches de l'enseignement. Ici, nous avons une blessure au doigt. Ici, une réplique d'un saignement de nez. À partir de cette année, le cours sur la sécurité pour les élèves du lycée comprendra un module avec des éléments de formation militaire initiale. Une plaquette en carton pour rappeler qu'ici vivait Stanislav Ryszard-Stande, poète polonais, arrêté et tué en 1937, pendant la Grande Terreur stalinienne. Du carton pour remplacer la plaque commémorative vandalisée sans que les auteurs puissent être identifiés. Depuis le printemps 2023, nous faisons l'objet d'attaques ciblées. Nous l'avons remarqué dès que cela a commencé dans ce quartier. Des plaques ont été arrachées d'un certain nombre d'adresses. La mémoire des exactions du régime soviétique semble avoir de moins en moins de place dans l'espace public russe. Fin octobre, barrières et policiers attendent des militants russes et des diplomates occidentaux venus rendre hommage aux victimes des purges staliniennes devant le mémorial de la pierre de Solovetsky, une pierre ramenée d'un goulag. Nous voyons comment les autorités moscovites traitent aujourd'hui cette cérémonie commémorative comme si des terroristes avaient l'intention de s'y rassembler. Oleg Orlov, 70 ans, est l'un des fondateurs de l'ONG Memorial, créée en 1989 pour documenter les crimes de l'ère soviétique. Il vient d'être condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine. Le verdict montre que j'ai été correct et précis dans ce que j'ai écrit. La dissolution de l'ONG Memorial, co-lauréate du prix Nobel de la paix en 2022, a été ordonnée par la justice russe juste avant le début de la guerre.
Depuis, la répression s'est encore intensifiée en Russie. En 2022, l'opposant Ilya Yashin a été condamné à 8 ans et demi de prison. Il avait dénoncé les exactions de l'armée russe à Boutcha, en Ukraine. En 2023, une autre figure de l'opposition, Vladimir Kara-Murza, est condamné à 25 ans d'emprisonnement pour haute trahison. L'opposant numéro 1 au Kremlin, Alexei Navalny, purgeait une peine de 19 ans dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique quand il est décédé dans des circonstances obscures le 16 février dernier. Des milliers de Russes sont venus assister à ses obsèques sous haute surveillance policière. Corinne Amacher, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire russe et soviétique à l'Université de Genève. Alors dans ce contexte d'une Russie en guerre, avec une opposition muselée, avec une réélection annoncée de Vladimir Poutine, voilà que 4 nouveaux manuels scolaires ont été introduits récemment dans les classes. Vous les avez lus, vous venez de les recevoir justement, vous les avez analysés. Quelle a été votre première réaction ? Alors, première réaction, je dirais, d'un côté, une continuité, parce que l'évolution des manuels montre que tout allait dans cette direction. Les derniers manuels qui étaient publiés en 2016 représentaient déjà la voie du pouvoir politique. Et donc, continuité dans ce sens-là, d'autant plus qu'un des auteurs de ces nouveaux manuels avait déjà été la caution scientifique des manuels précédents, et là, on le retrouve comme co-auteur. Et puis, rupture, parce qu'effectivement, ce sont des manuels qui traitent du XXe siècle. Et là, on peut difficilement parler d'histoire. Il y a des chapitres, surtout les chapitres qui portent sur l'époque actuelle, qui font vraiment œuvre de propagande. Avec un auteur que l'on retrouve sur ces 4 ouvrages. Exactement. Donc Anatoly Torkounov, j'en ai déjà parlé, mais Vladimir Bedinsky est co-auteur en fait des manuels qui portent sur l'histoire russe et donc deux volumes, et des 2 volumes des manuels qui portent sur l'histoire internationale. En russe, on a toujours cette différenciation entre histoire russe et histoire internationale. Vladimir Bedinsky qui est très proche du pouvoir et qui vraiment met sa patte sur l'écriture de l'histoire depuis déjà en certains temps. Un chapitre entier est consacré à la guerre en Ukraine. Que peut-on y lire ? Alors, c'est un chapitre entier qui est consacré à l'opération militaire spéciale, puisque le mot guerre n'est pas utilisé. Je dirais que c'est l'aboutissement, en fait, ce chapitre est l'aboutissement de tout le manuel qui présente l'Occident comme coupable de tous les méfaits et comme toujours prêt à vouloir détruire, en fait, affaiblir et détruire la Russie. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît très fortement dans ce chapitre sur l'opération militaire spéciale. Une Ukraine qui est nazifiée, bien sûr, qui est néo-nazie, une Ukraine qui est un peu le bélier de l'Occident et qui donc est utilisée pour détruire la Russie, et la Russie qui est présentée comme le pays du bien absolu qui vient libérer en fait des populations d'Ukraine qui sont en grande majorité russophones et qui sont réprimées, voire génocidées par une minorité néo-nazie qui se trouve au pouvoir. La Russie, victime de l'Occident, voilà une idée que l'on retrouve effectivement tout au long. D'où vient cette idée, d'où vient cette peur, ce ressentiment ? C'est effectivement une idée qui traverse tout le manuel, depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est une idée qu'on ne retrouve pas seulement dans les manuels, mais qui est très présente aussi dans les discours politiques, dans l'actualité. Si la Russie a traversé des malheurs, c'est en grande partie parce que l'Occident a toujours rêvé, en fait, de la détruire. Et donc ça, c'est une idée qui est absolument centrale dans ces manuels et qui permet aussi d'une certaine façon de ne pas voir ses propres erreurs et ses propres responsabilités, puisque le mal vient toujours de l'extérieur. Précisément, dans ses discours, le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, s'appuie sur cette relecture de l'histoire ainsi que sur ce ressentiment de l'Occident pour justifier sa politique impérialiste et la guerre en Ukraine. On va le voir avec Olivier Kohler. 24 février 2022, le retour de la guerre sur le continent européen. Un déluge de feu s'abat sur l'Ukraine
quelques minutes à peine après un long discours de Vladimir Poutine diffusé sur la télévision nationale russe. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale pour protéger les personnes qui ont été soumises à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. À cette fin, nous chercherons à démilitariser et à dénazifier l'Ukraine. La chute contre le nazisme, Vladimir Poutine y fait constamment référence, en particulier sur la place rouge lors des commémorations du 9 mai, célébrant le jour de la grande victoire patriotique de l'armée soviétique qui, avec les Alliés, ont provoqué la chute du Troisième Reich. Il semble qu'ils aient oublié à quoi ont conduit les prétentions insensées des nazis à dominer le monde. Ils ont oublié qui a vaincu ce mal total monstrueux, qui s'est dressé comme un mur pour sa terre natale et qui n'a pas épargné sa vie pour la libération des peuples d'Europe. Vladimir Poutine aime à rappeler à l'Europe le sacrifice des 20 millions d'hommes pour venir à bout de la terreur nazie, cultivant la posture de l'homme fort. Lui, l'homme, rempart à l'État islamique en Syrie, est déjà impitoyable à l'égard des terroristes tchétchènes au début des années 2000. Adepte du rapport de force et d'une quête constante de réécriture de l'histoire, le maître du Kremlin se veut aujourd'hui le protecteur d'un nouvel ordre mondial moral. Nous voyons ce qui se passe dans certains pays, où l'on détruit délibérément les normes morales, les institutions et les familles, poussant des peuples entiers à l'extinction et à la dégénérescence. Mais nous choisissons la vie. La Russie a été et reste un bastion des valeurs traditionnelles sur lesquelles repose la civilisation humaine. Notre choix est partagé par la plupart des gens dans le monde, y compris par des millions de citoyens des pays occidentaux. Les valeurs traditionnelles au cœur de la rhétorique de Vladimir Poutine, qui entend se poser comme le garant des valeurs traditionnelles et familiales face à ce qu'il considère comme l'Occident décadent. Corinna Macher, selon Vladimir Poutine, la Russie constituerait non seulement un barrage face à cet Occident décadent, on en a parlé, mais la Russie serait aussi la grande, l'éternelle libératrice. Effectivement, donc barrage contre l'Occident. Et en Occident, alors l'idée que l'Occident est décadent, c'est pas une idée nouvelle, c'est une idée qui traverse la culture russe. Ce qui est plus important maintenant, c'est de montrer que cet Occident n'est pas seulement décadent, mais qu'il veut détruire la Russie. Ça, c'est la première chose. Et donc, évidemment, que dans cet esprit-là, la Russie ne peut être que dans une position défensive, mais aussi dans une position libératrice de toutes ces régions où on trouve un certain nombre, où on trouve une population russophone et qui gémirait, qui ploierait sous le joug précisément de pays qui sont à la botte de l'Occident. Dénazification, voilà aussi une idée qui est développée par Vladimir Poutine, avec cet amalgame entre la guerre contre l'Ukraine et la lutte des soviétiques contre les nazis. Est-ce que cette idée, cette inversion finalement des responsabilités est prise au sérieux finalement en Russie ? Alors, ça dépend évidemment chez qui. C'est toujours une question c'est très difficile de répondre à cette question. Il faut quand même savoir qu'il y a une propagande massive, vraiment massive, qui est à l'œuvre en Russie depuis 2014 et qui fonctionne très bien. Personnellement, je l'ai vu chez des personnes que je connais en Russie qui ont énormément changé, enfin, leur avis a changé à partir de 2014 et qui ont commencé à épouser les récits officiels. Si on n'écoute que les récits officiels, que la télévision officielle, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien et puis il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées que les Ukrainiens sont collectivement des nazis. Comment comprendre que la période soviétique soit à ce point glorifiée ? Alors, la période soviétique, elle est effectivement de plus en plus glorifiée. Ce qui est glorifié, c'est plus que la période soviétique en tant qu'idéologie communiste ou socialiste, c'est l'État fort qui est glorifié. Et ça veut dire que l'idéologie importe peu et que la période soviétique est glorifiée, mais de toute façon, les périodes précédentes, la période tsariste, est glorifiée aussi dans la mesure où c'était un État puissant. Et dans ces manuels, ce qu'on remarque, et ça c'est vraiment aussi la grande... Enfin, c'est pas la nouveauté,
parce que il y avait déjà ça allait déjà dans ce sens, mais Staline, par exemple, ne fait plus l'objet d'aucune critique. Donc il y a vraiment un portrait dithyrambique de Staline, parce que Staline, c'est la grandeur et la puissance de l'État, pas de l'État soviétique, de l'État. Alors, il se trouve que c'est l'État soviétique, mais l'idéologie importe peu. État fort, État autoritaire. L'ONG Mémorial, qui tente notamment de préserver la mémoire des victimes du pouvoir soviétique, a été dissoute. Son cofondateur vient d'écoper d'une peine de 2 ans et demi de prison. Des antennes de Mémorial existent un peu partout en Europe, y compris en Suisse. Et là, vous en faites partie de cette ONG. Oui. Comment agir de l'étranger ? Alors, comment agir de l'étranger? D'abord parce que, alors il y a d'abord agir pour ne pas pour garder la mémoire des répressions, en particulier des répressions staliniennes, parce que cette mémoire, elle s'effrite en Russie très clairement. De nouveau, on le voit dans les manuels, le goulag est expédié en quelques lignes, et surtout ce qu'on met en avant, c'est que les travailleurs du goulag, les prisonniers ont contribué à la mise en valeur de régions éloignées et ont travaillé sur des chantiers, donc ont contribué à l'industrie, à l'industrialisation du pays. Donc, on garde vraiment le côté plutôt positif. Donc, préserver cette mémoire, c'est très important. Parler, continuer à parler, soutenir les personnes qui, justement, en Russie, continuent à œuvrer à cette mémoire dans des conditions extrêmement difficiles. Et puis, ça veut dire travailler aussi sur le présent, c'est-à-dire soutenir les personnes qui sont aujourd'hui réprimées en Russie. Oleg Arlov en est un exemple. Il y en a d'autres qui croupissent dans les prisons pour avoir travaillé sur des thématiques qui déplaisaient au pouvoir. Le présent, presque un mois déjà après la mort d'Alexeï Navalny, l'opposition semble avoir été complètement terrassée, ou presque. Dans cette Russie où la parole est actuellement contrôlée ou muselée, des femmes osent contourner les interdits. Ce sont des mères et des épouses de soldats mobilisés qui se réunissent toutes les semaines. Reportage à Moscou de Julian Colling, adapté par Steven Mossa. Ces femmes pourraient bien être les dernières voix discordantes en Russie. Des mères ou des compagnes de soldats russes mobilisés depuis septembre 2022 qui demandent le retour de leurs hommes du front. Sous haute surveillance, elles étaient plus nombreuses que jamais aux abords du Kremlin pour les 500 jours de la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine. Certaines venues de l'autre bout du pays pour se faire entendre. On veut se battre pour nos hommes. Moi, je me bats pour mon fils et je n'ai pas peur de m'exprimer. Vous savez, à mon âge, on n'a plus peur. Dans une Russie où la répression et la surveillance s'intensifient, tout rassemblement devant un lieu public est interdit. Les femmes du mouvement Le Chemin du Retour ont toutefois trouvé la parade, venir déposer chaque samedi des œillets sur la tombe du soldat inconnu. Antonina, 41 ans, et Ksenia, 30 ans, sont parmi les membres les plus actifs du mouvement. Elles osent témoigner à visage découvert du bouleversement causé par le départ de leur être cher. Il m'est devenu difficile de parler avec les gens qui vivent leur vie normalement avec leurs proches. Ma propre vie est en pause, j'existe, c'est tout, au fil des appels de mon mari. Je passe chaque fête, Noël, les anniversaires, toute seule avec mes 2 chiens. Tu me manques très fort. J'espère qu'on aura bientôt une permission. Je suis indignée par cette mobilisation sans fin. Je suis tout simplement fatiguée d'attendre quelque chose, d'imiter la vie normale, en comprenant que rien ne va changer. De son côté, Antonina a appris en décembre dernier que son mari, qui n'a jamais porté une arme de sa vie, était intégré au sein des troupes d'assaut russes. Un choc absolu. Pour moi, mon mari, c'est mon pilier. Or, quand il m'a appelée en décembre, j'ai compris que je parlais à quelqu'un d'effrayé, que je devais devenir le pilier. Je n'ai plus peur du tout de prendre la parole. À quoi bon? Car si mon bien-aimé disparaît, je n'existerai plus. Et je ne lutte pas que pour mon mari, mais pour que plus personne ne traverse ce que je traverse. Les gens qui restent assis en voyant leurs proches mourir en Ukraine, pour moi, c'est de la trahison. 2 ans après le début de la guerre, ces femmes de mobilisés sont déterminées à faire entendre leur voix. Le courage de ces femmes, Corinne Amacher, ce qui est révélateur, c'est ce qu'elles ne disent pas, dans le fond, c'est ce qu'elles n'osent plus dire. Oui.
Effectivement, elles évoquent le fait qu'elles veulent que leurs hommes reviennent, mais elles ne se positionnent pas du tout sur la question de la guerre. Elles ne le peuvent plus d'ailleurs. C'est assez particulier cette question des mères de soldats, parce qu'au fond, elles sont d'une certaine façon, elles ont un statut protégé, elles peuvent sortir manifester, parce qu'elles sont dans une posture protectrice. Elles veulent protéger leurs hommes, leurs maris, leurs frères, leurs fils. Mais en même temps, on les laisse parler, mais elles ne dépassent pas une certaine limite, c'est-à-dire que jamais elles ne disent on est contre la guerre. La guerre, c'est une grave erreur, il faut arrêter cette guerre. Non, elles disent donnez des bonnes conditions à nos hommes et puis faites-les revenir, c'est pas juste qu'ils restent aussi longtemps sur le front. Vous avez assisté, vous, à ce glissement vers un climat de peur, voire de terreur? À partir de février 2022, on a passé de la sidération, de la colère, de l'angoisse. Aujourd'hui, on en est à la terreur. Et là, évidemment, je dis on, ça touche la Russie. Il faut quand même se rappeler qu'en février 2022, lorsque l'invasion a commencé, on a eu des milliers et des milliers de personnes qui se sont manifestées contre la guerre, qui ont écrit des lettres dans les universités. Il y a eu une lettre collective dans une université, 7000 signatures contre la guerre. À partir de mars, lorsqu'une nouvelle loi est sortie qui interdisait, qui pouvait amener à la prison pour critique à l'opération militaire spéciale, tout cela, ça s'est arrêté. Aujourd'hui, c'est absolument impossible. Et donc, on est passé de la colère et de la sidération et de la critique à la terreur. On n'ose plus rien dire. Vous êtes en contact, j'imagine, avec des collègues, des consoeurs, des confrères, historiennes, historiens. Que disent-ils? Est-ce que vous pouvez vraiment dialoguer avec eux? On continue à parler, alors de nouveau, ça dépend lesquels. Il y a des personnes avec lesquelles on ne parle plus parce qu'on sait très bien, on connaît leur position. Il y a d'autres personnes avec lesquelles on parle, parce qu'on peut parler avec, voilà, on peut s'appeler. Souvent, on ne touche pas les questions les plus essentielles. Donc on reste sur des discussions très, disons, personnelles, intimes, amicales, mais on ne pose pas des questions directes. Et puis il y a d'autres personnes avec qui qui osent encore nous dire exactement ce qu'ils pensent. Mais il faut quand même savoir que c'est très difficile parce qu'on a peur de mettre en danger les personnes avec lesquelles on parle, et donc on reste aussi très prudent. Lorsqu'on a préparé ensemble cette émission, et je vous ai posé la question, comment vous voyez l'avenir de la Russie, vous m'avez répondu, c'est la nuit noire. Les mots sont forts. Oui, c'est la nuit noire. Alors, nuit noire, un long tunnel. Donc, pour l'instant, on ne voit pas du tout de sortie de ce tunnel. Néanmoins, je crois qu'il faut toujours... J'essaye, néanmoins, toujours de rester optimiste parce que l'histoire nous réserve toujours des surprises et parfois des bonnes surprises. Je rappelle quand même que lorsque Staline est décédé en mars 1953, ce sont les plus staliniens qui ont déstalinisé le pays. Puis je rappelle aussi quelque chose qui me semble très important. Quand on voit les discours qui sont prononcés par ces hommes, il y a Yachine, Vladimir Karamurza, qui sont des hommes d'un courage exemplaire. Quand on voit aussi tous ces milliers de personnes qui sont sorties pour dire leur dernier adieu à Alexei Navalny, en sachant très bien les risques qu'ils prenaient, ce sont des milliers de personnes. Moi, ça me donne de l'espoir et je continue à me dire que la Russie, ce n'est pas Vladimir Poutine et qu'il faut qu'on continue à se dire que ce pays recèle en fait des potentialités. Dès qu'une brèche s'ouvre, les Russes s'infiltrent dans cette brèche, et on l'a vu avec les funérailles d'Alexei Navalny, pour crier en fait leur colère. Corinne Emacher, merci infiniment. Je rappelle que vous avez co-dirigé l'ouvrage collectif Histoire partagée, mémoire divisée, paru aux éditions Antipode. Merci beaucoup. Merci à vous. Le travail critique des historiens, mais aussi de l'enseignement de l'histoire, est souvent un marqueur du degré de liberté d'une société. Dans l'URSS des années 80, la perestroïka et la glasnost, ces réformes socio-économiques promues par Mikhaïl Gorbatchev, ont pu donner une nouvelle dimension au cours d'histoire. En 1990, alors que la dislocation du bloc soviétique est en cours, une équipe de l'émission Temps présent assiste à un cours d'histoire sur le stalinisme dans ce qui est encore la République socialiste soviétique de Biélorussie. Voici un document tiré de nos archives. Sous Staline, il n'y avait qu'une vérité, la vérité. La perestroïka a introduit, et c'est là un de ses grands mérites, la notion de point de vue. Nous avons souhaité assister à un cours d'histoire pour savoir ce qui avait changé au niveau de l'enseignement d'une matière soumise aux turbulences des réformes,
avec un thème test, la répression sous Staline. Malgré tous les mérites que l'on attribue à Staline, je trouve que les répressions cruelles lancées contre des innocents anéantissent tous ses mérites. D'après ce qu'on a lu dans des journaux soviétiques, on parle du nombre important des victimes de la répression sous Staline. Quel est ce chiffre? On parle de plus de 40 millions. C'est ce qu'affirme le livre d'histoire que nous avons étudié l'année dernière. Mais on découvre sans cesse de nouvelles victimes. Je pense donc que pour le moment, on peut parler de plus de 40 millions de victimes. Pour votre enseignement, est-ce que vous pouvez vous appuyer sur un manuel d'histoire? Est-ce qu'il y a un manuel récent? Oui, évidemment. Mais il n'y a pas que le manuel. Car maintenant, nous avons le droit de nous servir de documents extrascolaires. Comment est-ce que vous pouvez vous adapter dans les cours que vous donnez aux élèves? Cela ne se passe pas sans douleur, c'est parfois pénible. D'autant plus que j'appartiens à une génération qui avait une toute autre vision du monde. Et j'ai été formée tout autrement. Alors ce n'est pas si simple. C'est avec cet extrait d'un reportage issu des archives de la RTS que nous nous quittons. Un grand merci de votre fidélité. Géopolitis est une émission de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde que vous pouvez également retrouver en tout temps sur notre chaîne YouTube. Dans la prochaine édition de Géopolitis, nous nous pencherons sur l'effroyable déclin de la biodiversité. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.